Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, la 325e. Et nous nous sommes fait plaisir parce que nous avons la joie de recevoir Thomas Louis. Bonsoir Thomas. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors Thomas, on le connaît beaucoup pour sa voix, mais là on le voit, il est journaliste, il a créé un podcast que beaucoup connaissent qui s'appelle La Qui, où il reçoit des auteurs, des chanteurs, dis si je me trompe, mais je ne pense pas, C'est ça. les acteurs de la culture. Mais ce soir on vous reçoit parce que vous êtes un primo-romancier et vous avez sorti en 2021 un premier roman qui s'appelle Les Chiens de Faïence, j'ai montré la couverture à l'écran, qui était paru aux éditions La Martinière. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop, le voilà, avec un Moi, je magnifique le vois. bandeau et un superbe petit mot de Jean-Paul Dubois, d'ailleurs. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais rappeler à nos amis auditeurs qui peuvent poser des questions à Thomas par l'intermédiaire d'onglet Converser ou directement en commentaire Facebook. Et Frédéric se fera une joie de venir vous les poser. Alors, là, on a inversé les rôles. Thomas, il n'est plus l'intervieweur, il est l'interviewé. Est-ce que vous êtes un peu stressé, Thomas? Alors, stressé, alors non, je ne suis pas stressé, mais c'est vrai que c'est un peu plus engageant de répondre à des questions que de les poser, je trouve, parce que précisément, c'est un peu plus long, parce que quand on pose des questions, souvent, ça dure 2 secondes, et quand on y répond, un peu plus. Oui, Donc, il y a un peu plus de chances que je dise des bêtises, mais c'est pas très grave. c'est pas très grave, on aime les médias. Alors, ce premier roman, il a un titre que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Chiens de Faïence. Alors, j'espère que tout le monde sait ce que ça veut dire, les chiens de faïence. D'ailleurs, quand vous le citez, le titre dans votre roman arrive vers la page 281 de mémoire et il est très explicite parce que justement, il y a des regards. Justement, vous citez ça, donc on a l'explication du titre. Ouais. Il y a des chiens, ils sont très beaux. Et comment avez-vous eu le petit mot de Jean-Paul Dubois? Alors, c'est très, j'allais dire très simple et en même temps très laborieux parce que, alors déjà, pour celles et ceux qui ne savent pas, ça s'appelle un blurb. Alors, j'ai pas mon livre sous la main, mais bon, bref, la petite phrase que, je sais pas, un auteur dit c'est un livre magnifique, un livre extraordinaire, machin. Et là, en l'occurrence, Jean-Paul Dubois, qui n'est pas un auteur ou une personne, j'imagine, je ne le connais pas, très expressive, n'a pas écrit c'est un livre extraordinaire, il a écrit une phrase sur le livre, voilà. L'idée, c'est du blurb, donc c'est d'avoir le nom d'un auteur, d'un journaliste, ou je ne sais pas, d'assez connu, d'assez prescripteur pour faire vendre le livre. Là, c'est vraiment un truc très marketing, en fait. Et c'est mon éditrice qui m'a dit, est-ce que tu as des idées pour d'auteurs, de journalistes, voilà, de personnalités pour faire un blurb? Donc moi, déjà, je ne savais pas ce que c'était, puis j'en avais rien à faire. Je sortais mon premier roman, c'était le cadet de mes soucis d'avoir un blurb, du coup. Et je lui dis, bah, laisse-moi un peu de temps pour réfléchir. Je pensais à des gens, c'était encore à l'époque où François Bunel faisait la grande librairie. Je disais des noms vraiment les plus basiques, en fait, qui me passaient par la tête. Je disais, voilà, François Bunel, j'en sais rien. Et elle me dit, à la Martinière, quelqu'un m'a dit que ton roman lui faisait penser à Jean-Paul Dubois. J'avais C'est même pas pensé à Jean-Paul Dubois et que j'adorais, que j'adore toujours, bien sûr. Et j'ai dit, bah, enfin, super. Surtout, le fait que je m'en fichais un peu de ce blurb cumulé au fait que j'aimais Jean-Paul Dubois, en fait, je n'ai pas réfléchi plus. J'ai dit, OK, super. Et ben voilà, lui a envoyé, il a accepté. Et voilà, comme il n'est pas méga expressif visiblement, Oui. il a écrit cette petite phrase qui est super, hein, mais il n'a pas écrit le livre de l'année ou je ne sais quoi. Et voilà. Et quand mon éditrice m'a appelé pour me dire, t'as le blurb de Jean-Paul Dubois, j'ai cru que j'avais le prix Goncourt. Et moi, justement, je réalisais pas vraiment parce que vraiment, c'était enfin, un premier roman, tout est nouveau. Donc, pour moi, c'était un peu, enfin, pas sans intérêt, mais presque. Je me disais, ouais, c'est cool. Mais bon, je Ça ne sors un livre. m'étonne pas qu'il ait aimé votre livre parce que il y a un peu Jean-Paul Dubois, il a un peu le même humour grinçant que vous, si je peux me permettre, et c'est complètement ça dans ce livre. Alors on va en parler, on va donner vous allez donner les grandes lignes, mais moi je ne savais pas ce que j'allais lire et j'ai envie de dire que si on accepte le voyage dans votre histoire, parce qu'on rappelle que c'est un roman, c'est une fiction, on passe un merveilleux moment et on se pose plein de questions, on attend des réponses, on les a pas forcément. Et c'est ça qui est dingue et qui est génial. Alors, je vais vous laisser le pitcher en 1 minute, si vous voulez bien. Ouais, ouais. Alors, Les Chiens de Faïence, c'est l'histoire de la famille Dugast. La famille Dugast, c'est une famille de classe, disons, moyenne. Il y a le père, la mère, les 2 enfants. Emma, la petite, et Christophe, l'aîné, sur lequel le récit va un peu se concentrer. Et ils vivent tous dans le même hameau. Il y a les 2 grands-parents, les 2 autres grands-parents et cette famille.
Et leur petite spécialité au Dugast, c'est que chaque membre de la famille se suicide un par un. Donc ça commence par les grands-parents et ça finit par, en toute logique, les enfants. Sauf que, bah, évidemment, si les enfants se suicident, enfin, si en tout cas Christophe se suicide, le personnage principal, il n'y a plus de roman. Donc, Christophe voit son heure arriver dans l'absolu, comme une espèce de malédiction peut-être, on ne sait pas trop au village, on commence à en parler parce qu'ils vivent dans un village où il y a beaucoup de, oui, de rumeurs, de ragots, et on commence à se dire, voilà, une malédiction, machin. Et au fur et à mesure où Christophe voit son heure potentiellement arriver, il décide de tenter un peu, pas le tout pour le tout, mais presque, et de briser cette malédiction en fuyant le village. Parce que pourquoi pas? Parce que voilà, parce qu'il faut se laisser porter, comme vous l'avez très bien dit. Et, et voilà, je sais pas, j'hésite toujours Non, à pas mal, répéter. c'est bien là. Si on en dit trop. En Ouais, fait, voilà, il est très bizarre ce roman parce qu'on peut à la fois en dire trop ou pas assez. c'est ça. Il faut découvrir parce qu'il y a quand même une maîtrise parfaite, je vais le dire quand même, du rien. Et quand je dis ça, c'est pas péjoratif du tout. Et je le prends très bien. Thomas, il a écrit un grand livre sur le rien. Je pèse mes mots, vous comprendrez, il faut aller le lire parce que vraiment, c'est magique. Alors, il y a deux parties. Donc, effectivement, comme vous voulez le dire, Christophe, c'est le narrateur, donc c'est le fils. Il y a deux parties. La première, c'est au commencement où on a un peu les protagonistes qui s'installent, l'histoire. Et après, c'est pour en finir. Et ça se passe à Paris. Moi, je me suis dit, mais comment on peut se lever un matin en se disant qu'une spécialité familiale, ça peut être le suicide? C'est une très bonne question et je crois que je me lève encore tous les matins. Enfin, non, je me lève pas tous les matins à me poser la question. Mais bah, en fait, c'est un peu décevant comme réponse parce que je sais pas. Enfin, j'avais vraiment cette envie de travailler au tout départ, bien sûr, parce que c'est pas que ça, mais la question de la transmission, l'héritage, etc. Et en fait, j'avais pas envie de faire bah, je sais pas, un énième livre. J'ai rien contre les énièmes livres précisément parce qu'il en faut et que ça m'intéresse et que je suis un lecteur de ça. Mais un énième livre qui parle de, je sais pas, de transfuge de classe, de choses comme ça. Et je voulais, et en fait, bah, j'ai toujours eu cette espèce d'appétence pour, euh, j'allais dire l'absurde, mais voilà, ce truc un peu à la Jean-Paul Dubois, un peu de décalage. À l'époque, quand je faisais beaucoup d'interviews pour présenter le livre, des rencontres, etc., des salons, je disais toujours le décollement du réel. J'aime bien ce truc où, en fait, bah, c'est possible que tout le monde se suicide, mais c'est quand même sacrément inenvisageable, quoi. Et donc, je cherchais une idée un peu comme ça, qui répondait un peu à cette envie. Et bah, voilà, c'est là où la réponse est décevante, c'est que bah, c'est mon imagination. Enfin, il n'y a pas de raison concrète qui a fait que j'ai pensé à oh, une série de suicides, quelle bonne idée. Bah, en fait, c'est juste que c'est arrivé. Je me suis dit, bah, pas mauvaise idée. Et je l'ai écrit. Et puis, bon, bah, bref. Et je trouvais que ça Sur la fonctionnait. transmission, c'est pas mal. Transmettre, parce qu'on se Ouais. pose la question. Est-ce que c'est possible que dans une famille, on se transmette, j'allais dire un gène, entre guillemets, du suicide? Je pense que c'est pas possible, mais c'est vrai qu'il y a dans des familles, c'est connu qu'il y ait beaucoup de suicides dans Et une ben, famille. je suis pas du tout ravi que vous en parliez, mais je rebondis parce que quand je faisais, donc il est sorti en 2021, le Oui. livre. Donc depuis, j'ai fait les saisons des salons, etc., 2021. Et à chaque fois, dans les salons, il y a plein de gens qui viennent nous voir pour discuter. Ils ne connaissent pas, évidemment, quand on est primo-romancier. Et il y a des gens plusieurs personnes, ce qui est quand même relativement étonnant, qui m'ont dit, bah, en fait, c'est mon histoire. Je dis, mais quel moment c'est votre histoire? Parce que, Ah oui, enfin, c'est vrai. ouais, et en fait, il y a, je les compte évidemment sur le doigt d'une main, mais trois, quatre personnes dont bah, l'histoire, c'est ma famille s'est suicidée membre par membre. Oui. Donc, bah, de toute évidence, la réalité dépasse la fiction, comme on dit. Voilà, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais Non, je parce que l'ai je parlais de l'hérédité dans les familles, il y avait beaucoup de suicides, mais voilà. Après, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de prendre le prisme de la mort pour traiter de la vie, parce qu'il y a quand même ouais. beaucoup de vie dans ce roman, et la famille. Voilà, donc ça, c'est un prisme assez intéressant. Vous avez mis combien de temps pour l'écrire, ce roman? Alors, j'ai mis, bah, vous savez, c'est toujours cette question de est-ce que c'est quand on commence à le penser ou à l'écrire concrètement, bah, le penser, j'ai mis, je sais pas, peut-être un an, 2 ans, et à l'écrire, ça a été relativement rapide, ça a dû peut-être durer 6 mois, l'écriture, de ce qu'on appelle l'écriture, la vraie écriture, quoi. En revanche, évidemment, comme beaucoup de primo-romanciers, je suppose, je n'étais pas encore conscient qu'il allait être publié. Donc,
le retravail, la réécriture a été limite plus longue que la vraie écriture. Bon, j'abuse un peu évidemment en disant ça, mais il y a eu beaucoup de réécriture et vraiment, c'est là où j'ai pris conscience de la place de l'éditrice, en l'occurrence, qui, selon moi, était essentielle parce que c'est vraiment, j'aime bien cette comparaison de quand on conduit. En fait, l'éditrice, c'est celle qui traque tous les angles morts du livre. Et en fait, là, c'était exactement ça. Et j'ai compris, alors, évidemment, hein, je n'avais encore jamais eu affaire à une éditrice, l'intérêt, le rôle de l'éditeur, et c'est essentiel. Donc voilà, j'ai mis, bon, bref, pour répondre à votre question, j'ai mis 6 mois, disons. Alors, c'est aussi un portrait de famille, hein, on ne peut pas le nier. Est-ce Mm. que c'est le fait de faire des portraits à travers votre podcast, que quand vous interrogez des gens qui font la culture, c'est aussi un portrait. Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie de sauter le pas et d'aller écrire un roman? Non, parce qu'en fait, ça a commencé un peu dans l'autre sens. C'est que j'ai pas toujours voulu être écrivain. Je sais que c'est un peu beaucoup de gens adorent dire ça, comme les chanteurs et tout. J'ai toujours chanté, machin. J'ai pas toujours voulu être écrivain, mais j'ai d'abord voulu écrire des livres avant d'interviewer, en l'occurrence des écrivains, etc. Et en fait, le podcast, c'était un peu un levier pour, je sais pas, pour un peu comme un truc de fan, vous savez, de Ouais. rencontrer les gens à qui j'avais envie de ressembler, en fait. Et donc, en fait, non, il n'y a pas vraiment. Enfin, le lien est plus dans l'autre sens, en fait. Et bon, ça m'a apporté absolument rien, hein, évidemment, le podcast. Ça m'a pas apporté ni le manuscrit, ni rien. Non, Mais je sais non, pas, de toucher du doigt les gens qui m'intéressaient, en fait. C'était plus ça. Mais l'inverse, pas tant. Non, pas tant. Moi, j'ai envie de dire que c'est aussi un roman d'atmosphère parce que donc il y a deux lieux importants. Dans la première partie, il y a ce village où la famille vit, j'allais dire en autarcie. C'est pas spécialement en autarcie, mais ils sont quand même un peu en vase clos. Oui, disons Et que dans c'est la lié au deuxième cottage. partie, il y a Montmartre. Moi, j'ai envie de dire que ces lieux, c'est aussi quelque part des personnages parce qu'ils apportent beaucoup à la toile de fond et nous permettent de voir comme si c'était le fond qui mettait en avant le personnage. Moi, je l'ai senti comme ça. Je sais Ouais, pas si vous êtes d'accord avec ça, mais complètement. En fait, il y a, donc, dans la première partie, c'est une espèce de hameau, oui, de lieu très, très cloisonné. Et en fait, parmi tous ces codes-là, il y a évidemment une espèce de tension, pas au sens, c'est pas du tout un roman, un thriller, un policier, etc., mais de tension, de pression, où il y a, en fait, dans un village, il y a souvent des rumeurs, des non-dits, enfin voilà, ce genre de choses, et ça commence à cloisonner, en fait, cette famille. Et en fait, il y a aussi ce truc où, enfin, en parallèle, Montmartre, on en parle souvent comme d'un village aussi, en fait, où tout le monde se connaît, etc. Je suis actuellement à Montmartre. Et, et j'aimais bien ce parallèle que j'ai découvert dans la vraie vie. Hein. C'est pas du tout quelque chose. Enfin, voilà, j'ai débarqué à Montmartre également. Et j'ai découvert cet esprit de village dont on parle un peu beaucoup et qui s'avère assez vérifiable à certains égards pour y vivre depuis 7 ans maintenant. Donc, il y avait ça. Et en fait, donc oui, effectivement, les lieux sont très importants et portent un peu cet esprit de village, chacun à leur manière, puisque à Montmartre, on connaît tout le monde, mais en fait, on connaît personne, puisque ça reste Paris, mine de rien. on a l'impression que c'est deux petits huis clos qui se rencontrent quelque Ouais, part. ouais, un peu. C'est ça, là vous êtes fort parce que vous nous en faites, et en plus je vais le dire, hein, c'est addictif. Parce qu'on se dit, bon, on se pose plein de questions, on écoute, quoi, on lit ce que nous raconte Christophe, et puis on se dit, bon, il va arriver ça, on attend, on se pose des questions, puis vous nous amenez plus loin. Donc on tourne parce qu'on se dit, bon, ben, moi j'aimerais bien avoir la réponse à ma question. Est-ce que vous êtes amusé à faire cette construction qui est un peu machiavélique quand même, parce que écrire sur le vide ou sur le rien, comme vous le dites, le suicide c'est un trou en soi, et on a l'impression que ce livre c'est un gros trou en soi. Ben oui, le suicide, en fait, j'allais dire presque pas le sujet. Bon, il y a quand même beaucoup de suicides, mais dans l'absolu, on s'en fiche un peu, en fait, C'est vrai. que les gens se suicident. Et là où je me suis amusé, d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est que, c'est que j'ai quand même cherché comment se suicider sur Internet, puisque Ah oui. il y a quand même, je sais plus combien de personnes qui se suicident. Au bout d'un moment, il fallait un peu avoir quelques idées, et je me suis dit, bon, au bout d'un moment, comment je vais, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quoi. Donc là où je me suis amusé, là où c'est vrai qu'il y avait un peu de ça, de se dire, mais, enfin, et ça a vraiment le pouvoir, pour le coup, on est en plein dans le pouvoir de la fiction, enfin là, dans toute sa splendeur. On se dit, mais comment on peut faire ça, comment on peut faire ça, et en fait, tout est possible. Donc j'aurais pu inventer des trucs complètement improbables, ça aurait été très,
très crédible, Oui, finalement, oui, complètement. Ouais, ouais. de la fiction, et que précisément, ça devient absurde, en fait, donc c'est crédible. Tout est calme, quoi, tout paraît calme, mais il y a quand même cette violence silencieuse qui est entre les lignes. Je sais pas, moi ça m'a sauté aux yeux quand je me suis dit, finalement il n'est pas si plat que ça, si linéaire. Il y a quand même quelque chose derrière qui est quand même très fort. Parce Mm. que, est-ce qu'on peut parler de roman d'apprentissage pour Christophe ou d'émancipation? Parce que c'est ça, il veut fuir cette malédiction, il se dit, mais voilà, moi je vais y passer, c'est sûr, tout le monde y passe, moi je vais y passer. Est-ce qu'il y a Ouais. ça? Oui, il y a de ça. En fait, il y a une espèce de, si on veut, de seconde lecture. Et c'est d'ailleurs ça, c'est ce qui m'intéressait beaucoup, c'est qu'on peut le lire tout à fait, de manière tout à fait premier degré. Hein. C'est un type qui veut fuir sa famille, fuir des suicides, etc. Et si on a envie, si on le voit, si, voilà, selon la vie, l'expérience de chacun, on peut y voir une espèce de roman d'apprentissage de fuir. Bah, je crois que d'ailleurs, c'est ça la couverture, la quatrième de couverture, c'est pas moi qui l'ai écrite, hein, mais je crois que la question que. D'ailleurs, bref, j'y viens. C'est mon éditrice a écrit, je crois, la phrase faut-il fuir sa famille, je sais plus quoi, pour se construire un avenir concrètement. Donc, ça peut être la seconde lecture. En tout cas, s'il y avait ça dans ma tête, en tout cas. Et pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous. Ah non, vous n'avez peut-être pas le livre, mais Non, moi c'est numérique, oui. ouais, mais bref, dans la quatrième, il y a cette phrase, donc faut-il fuir sa famille pour je sais pas, se construire un avenir, admettons. Et en fait, mon sujet de bac, c'était C'est donc j'ai ça. fait une filière littéraire, bah, bref, à l'époque où ça existait. Et mon sujet de philo, c'était faut-il oublier son passé pour se construire un avenir? Et cette phrase que mon éditrice a écrite, c'est à peu près la même. Je ne lui avais évidemment jamais dit. Et à ce sujet de philo, j'ai eu évidemment 17, la meilleure note, je sais pas quoi, du département. Et parce que précisément, c'était le sujet qui me travaillait, c'était le sujet qui rêvait en fait pour moi à ce bac de philo. Et je crois que c'est une question qui m'a toujours travaillé jusqu'à ce que je décide enfin d'en faire quelque chose de littéraire en l'occurrence. Voilà, pour l'anecdote. Alors, il y a une référence, je ne vous remercie pas parce qu'après je l'ai lu pendant tout le livre, c'est Étoile des neiges. Alors, la chanson Étoile des neiges que vous citez, je me suis dit, alors là, c'est bon. Alors, je suis Ouais, désolée pour les auditeurs, à mon avis, vous allez l'avoir direct. c'est possible. Donc, voilà. Et après, il y a quand même une référence à Beckett. Qu'est-ce qui représente pour vous Beckett? Et il représente énormément de choses. Alors là, on n'est pas dans ma cuisine, mais il y a un portrait de Beckett dans ma cuisine. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une vraie, alors, influence de Beckett. Et alors, même principe, ça me fait penser à, encore une fois, la quatrième de couverture, mais mon éditrice a écrit entre l'humour désenchanté de Jean-Paul Dubois et l'absurde, je crois, de Samuel Beckett. Elle n'était pas au courant que j'adorais Samuel Beckett. Donc, ça m'a fait presque plus plaisir de publier le livre, qu'elle dise ça, que de publier le livre. Parce que je me suis dit, mais génial, alors que, bon, évidemment, je n'ai pas du tout écrit un roman dans les pas de Beckett, hein, mais Beckett, en fait, il faisait partie du corpus de 4 textes qu'il y avait. Je ne sais plus du tout comment ça se passe le bac maintenant, mais Moi non plus. il y avait quatre textes obligatoires pour le bac, dont fin de partie de Beckett. Et bah, c'est assez basique hein, finalement, mais ça fait partie de ces auteurs où je me suis dit, ah bon, on peut écrire comme ça, machin. Enfin, comme beaucoup l'ont eu pour d'autres auteurs. Hein. Mais ça fait partie de ces gens où je me suis dit, wow, mais enfin, incroyable, c'est possible, etc. Et qui, en un sens, évidemment, m'a un peu ouvert la voie. Tout s'est fait assez naturellement et il fait partie de ces paliers où je me suis dit, donc, bah, en fait, tout est un peu possible, etc. Et puis après, il y a tous ces thèmes enfin, tous ces thèmes me parlent. Donc, bah, à partir de là, je me suis mis un peu comme un gros fan. J'ai tout lu, j'ai tout essayé de voir. Enfin, je vivais pas à Paris, mais j'ai essayé de chercher des captations. Enfin, voilà, c'est devenu une espèce d'idole où, je sais pas, il y a eu un vrai avant-après Beckett dans ma vie. En plus, cette référence-là, on ne l'a pas forcément. Puis c'est le seul roman qu'il a écrit directement en français, je crois, de mémoire. C'est Molo, je ne sais pas comment on le prononce, si on le prononce Molloy, ouais. justement. Voilà. Ouais. J'imagine que vous avez fait exprès de ne pas prendre un titre phare de Beckett, non? Pour La référence, parce que c'est Christophe qui lit qui lit ce Ah oui, livre. oui, bien sûr, ouais, ouais. Oui, 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 complètement. Et surtout, je voulais aussi axer sur Enfin, c'était presque un truc un peu, parce que c'était un peu un clin d'œil, c'est évidemment pas du tout le fond du roman, mais je voulais faire un petit clin d'œil aussi sur le fait que Beckett est romancier et qu'on est dans un roman. Il n'y avait pas non plus.
On va parler de cette deuxième partie qui est encore plus déjantée que la première. La première, on est un peu calme, mais bon, on sent qu'on va... Donc, Christophe part à Paris et il va aller chez une vieille amie de sa mère. Alors là, j'adore le nom, Suzelle Capoulade. Alors déjà, il faut le trouver, le nom. Ouais, C'est un nom. mais bah, les noms, figurez-vous que c'est un peu, encore une fois, c'est décevant, je suis désolé. Mais bah, typique, alors Capoulette, je me souviens plus. Et surtout Dugast, donc le nom de la famille, c'est très décevant pour le coup. Je me baladais dans le Marais, et c'est le nom d'un assureur dans le Marais. Voilà. Et je me suis dit, oh, bon, pas mal. Et ça a fini voilà, en nom, en nom. Mais voilà, donc c'est un peu décevant. Mais bon, bref, je vous laisse. Il lui va bien à Suzelle, parce que Ouais. Suzelle, on va dire que je vais grossir le trait, c'est un peu une cougar quand même. Elle peut avoir quel âge, Suzelle? Tu vois, Elle peut être à la retraite, disons. Ouais, c'est ça. Donc elle vit dans un grand appartement, donc elle va héberger. Oui, elle va héberger Christophe avec une contrepartie, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il l'accompagne à des soirées et plus si affinité. Là aussi, on passe des bons moments de rigolade parce que c'est très visuel en fait. Ouais, Mais bah, on a l'impression d'entendre leur voix par moment. c'était la partie que j'ai préféré écrire parce que bah, précisément, en plus j'étais en plein dedans. Enfin, je vis à Montmartre, c'était quoi? C'était en plus, c'était pendant le confinement. Donc j'avais envie de sortir, enfin j'étais jeune à l'époque, c'était il y a 2 ans. Oui, vous l'avez dit à l'époque. Mais bref, j'avais envie de sortir, etc. Il y a plein de vignettes comme ça qui me venaient. Et oui, c'était génial à écrire précisément. Et puis ce personnage un peu fantasque, voilà, qui n'est pas du tout inspiré de ma propre vie, je tiens à préciser pour celles et ceux qui l'ont lu ou qui le liront. Vous n'avez pas une grande tante qui ressemble à Suzelle, vous? J'ai pas ni grande-tante, ni Suzelle dans la fouillette. Je suis désolé. Ah non, mais c'est très drôle. Mais alors, c'est là qu'on voit que Christophe, quand même, donc il s'émancipe, il est à la ville, on a envie de dire. Parce que le village, c'est quoi? C'est près de Lyon, c'est un peu un petit hameau Et dans près la de banlieue. Lyon, ouais, ouais. Donc il prend le train, il s'en va, mais il décide de couper les ponts. Il n'appelle plus sa famille, quoi. Il est Ouais. carrément. Mais son Bah, passé va le rattraper quand même un peu. c'est souvent ça, j'imagine, quand on décide de couper un peu trop net, il y a un petit, oh, disons déjà des souvenirs, et puis ensuite bah, la vraie vie, finalement, qui se ramène à nous. Et c'est aussi ça, en fait, dans ce personnage, c'est que c'est un personnage qui a 17, 18 ans dans le roman, et en fait, qui sort de l'adolescence et qui est encore dans toute la fougue de cette adolescence où on est persuadé qu'on est plein de convictions, on est persuadé que si on fait ça, ça sera super, alors que bah, en fait, la vie, c'est pas ça. Et en même temps, il est très tempéré dans son caractère. Il est très mesuré, il est très pâteau, presque taciturne. Et il y a une espèce de dichotomie entre cette envie, cette fougue de découvrir le monde, de rompre avec son monde, et ce caractère un peu, oui, qui est dans ses petits souliers parfois. Et voilà, bon, bah, évidemment, ce personnage me fait un peu penser à une personne qui est face à vous, Mais ce que j'allais dire, à qu'est-ce qu'il son fait de âge. vous, Christophe, ou qu'est-ce que vous lui avez apporté? Est-ce qu'il vous a apporté quelque chose et qu'est-ce que vous lui avez donné de vous, Christophe? Je lui ai donné son côté un peu pâteau dans la vie, un peu suiveur. Enfin, j'aime bien dire ça, que dans la vie, il y a des suiveurs, il y a des meneurs. Que c'est comme ça, enfin voilà. Et que pour qu'il y ait des meneurs, il faut qu'il y ait des suiveurs. Moi, je suis un suiveur, mais vraiment enfin, je revendique être un suiveur et j'adore ça. Et Christophe, c'est un vrai suiveur pour le coup, qui parfois qui est un peu posé dans la vie comme ça, comme une maquette, qui subit un peu parfois, jusqu'au moment où il décide d'être acteur et en même temps, il n'y arrive pas vraiment parce qu'il reste un suiveur dans l'âme. Donc ça, je lui ai donné mais, à fond les ballons cette partie de moi, surtout quand je suis arrivé à Paris précisément où j'étais comme lui, je découvrais plein de choses. C'était la première fois que j'arrivais à Paris et je fais mais qu'est-ce que c'est que dans quoi je me suis embarqué? Et en même temps, bah, j'étais là, donc j'étais suiveur donc, de moi-même. Donc bah, je suis resté et puis bah, maintenant je suis là. C'est un peu ça l'idée, quoi. Il découvre quelque chose de formidable, Christophe, c'est l'envie de profiter. Parce qu'effectivement, jusqu'à présent, il y a une règle d'or chez les Dugast, c'est qu'on ne parle pas. C'est-à-dire qu'il y a matière pour parler, vous l'expliquez très bien, il pourrait très bien communiquer, mais non, c'est la règle d'or collective, comme vous l'avez dit. Le Ouais, silence. c'est des taiseux, les Dugastes. Et il y a un peu aussi ce rapport à la religion qui les brime aussi un peu, en l'occurrence les parents, puisque Christophe n'est pas spécialement religieux. Mais oui, c'est des taiseux. Et en fait, c'est
un peu aussi, c'est pas du tout un portrait, c'est pas sociologique ou quoi, ok, mais c'est un peu aussi un portrait d'une certaine classe sociale qui aurait pu être la mienne, enfin qui a pu être la mienne, de ces personnes qui mangent avec le bruit des fourchettes. Enfin, je crois que j'en parle, j'ai pas relu mon roman, j'avoue, mais Bien il y a sûr. de mémoire, il y a une scène de repas avec le bruit des fourchettes, etc. Et c'est un peu aussi ce portrait-là de gens qui ne savent pas parler, qui ne savent pas exprimer leurs sentiments, bien sûr, mais qui ne savent pas même parler, qui ne savent pas prendre soin de l'autre, qui ne savent pas se préoccuper de l'autre, qui ne savent pas dire ça va, qui ne savent pas évidemment dire je t'aime, mais qui ne savent pas trop comment se comporter avec les gens. Là, je parle en l'occurrence des parents ou des grands-parents, qu'ils ont eux-mêmes mis au monde, en fait. Ils ne savent même pas trop quoi en faire, en fait, de ces gens, de leurs enfants, en l'occurrence. Et oui, oui, voilà, les Dugast, le premier mot qui me vient quand je pense à eux, c'est des taiseux. Ouais. Et alors, c'est drôle parce que Christophe, il a une sœur, Emma, qui est beaucoup plus jeune que lui. Et pourtant, ils partagent. Quand il y a tous ces suicides, ils partagent des choses. Ils parlent entre eux. Mais Christophe, quand il part, même sa sœur, il ne la calcule plus. Pourquoi vous Ouais, voulez faire cette césure, cette coupure comme ça? bah parce que hein, c'est un peu lié à ça, c'est que ils ont une vision de la famille qui est biaisée un peu. Ils comprennent pas. C'est presque un peu comme des gens, des pions posés ensemble dans la même maison, en fait, et qui comprennent pas vraiment le. Je suis à peu près persuadé, car bon, cette histoire que les personnages vivent après, mais je suis à peu près persuadé que les parents ne savent pas trop pourquoi ils ont fait des enfants et qu'en fait, ils l'ont potentiellement fait parce qu'on fait des enfants dans la vie, enfin dans la vie de leur Ouais, milieu, de leur classe sociale, de leur village, et que bah, c'est à peu près tout, quoi. Il faut faire des enfants et ensuite, on ne sait pas trop comment se comporter avec. Et évidemment, bah, les enfants, c'est des éponges et ils s'imprègnent de ça et ils ne savent pas eux-mêmes ce que c'est une famille vraiment. Et on le voit très bien parce que tout le monde se suicide concrètement. Mais, mais voilà, le principe même de famille est un peu sans contour, quoi. On ne sait pas trop ce que c'est une famille chez eux. Alors, il y a l'épée de Damoclès là, qui est au-dessus de la tête de Christophe, donc c'est le suicide, parce qu'il se dit que c'est le prochain. Alors, on joue ça sur les codes de tout, parce que le père, avant de se suicider, il a un accident et il se coupe, on est obligé de lui amputer le bras droit, donc du coup, il devient gaucher. Et vous dites que quand on est gaucher, on a forcément la malédiction. Lui, il est fort parce qu'il utilise tous les codes. Alors, nous, on se dit, bon, mais voilà, il va y arriver à quelque chose. Et non, en fait, il n'arrive toujours rien. Toujours rien. Et le couteau de cuisine, c'était vraiment, je me suis. Et si quand même ils arrêtaient de tous se suicider, s'il y en avait un petit qui se loupait, quand même, ça serait quand même pas mal. Et oui, il devient gaucher parce que la main gauche, c'est la main du diable Ouais. dans, dans la religion. Et il est possible que ça soit également une vignette personnelle, car vous parlez peut-être à un gaucher, mais ça, affaire à suivre. Et il est possible que mes grands-parents me mettaient la fourchette à gauche quand j'étais petit, à droite À droite, précisément, ouais. Pour que vous euh, deviniez pour, euh, droitier. parce que c'était la main du diable, la main gauche. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais je suis toujours gaucher et tout va bien. Et on va revenir au titre. Alors, tout à l'heure, Ouais. je parlais à la fin, donc le titre arrive parce qu'effectivement, donc une fois qu'il reste plus que le frère et la sœur, ils sont convoqués comme tous les enfants. Il y a un héritage, donc ils sont convoqués chez le notaire. Elle est terrible cette scène chez le notaire parce que Christophe, alors sans trop dévoiler, il maîtrise tout et c'est là que intervient le frère et la sœur se regarder en chien de faïence. Ah Elle ouais. est terrible cette scène chez le notaire. Ouais, et en plus, c'était vraiment quelque chose. Je voulais pas du tout m'embarquer dans ouais, les trucs des notaires, des démarches, des machins. En fait, j'ai fait des toutes petites recherches, mais vraiment toutes petites. Je voulais pas du tout que ce soit Je voulais pas faire documenter ces démarches, ces trucs un peu chiants à mon sens au moment où je Ouais, l'écrivais. ouais. Et parce qu'en plus, encore une fois, c'est un premier roman et du coup, j'avais pas du tout l'ambition. Enfin, j'avais pas du tout la perspective d'être publié. Je savais pas que j'allais être publié. Donc, pour l'instant, c'était un peu ce moment où je m'amusais. Et donc, en fait, bah, tout a été un peu possible. J'ai un peu lâché le côté juridique, le côté, voilà, après, on l'a vu avec les corrections, etc. Mais au départ, c'était vraiment, il y a un notaire, oui, il faut un notaire, machin, mais on lâche un peu tout. Et c'est là où j'ai pu me faire plaisir à extrapoler un peu certains comportements. Et en fait, ça va totalement, c'est cohérent. Et mes recherches, aussi petites, aussi minimes ont-elles été, ça collait, en fait, c'était OK.
Ouais, non, c'est bien fait parce qu'en plus, vous servez de Suzel qui lui explique qu'il peut refuser l'héritage complètement. Voilà. Ouais, non, et puis alors, le twist de la fin, je ne le raconte pas parce qu'il faut vraiment lire le livre. Ça aussi, j'ai trouvé ça génial. Ouais. Alors ça, C'est une grosse déception à la fin. c'est quoi? Pour le narrateur. Hein. Pour le narrateur, il y a une grosse déception à la fin quand même. Ben, en fait, il y a un vrai sujet avec la fin pour à peu près tous les gens que j'ai croisés. Il y en a qui l'adorent, il y en a qui la détestent, il y en a qui me détestent. Enfin, en fait, la fin, c'est un vrai sujet. Enfin, même avec mon éditrice, c'est un vrai sujet. On a eu pas du tout un débat, mais on a hésité à inverser. Enfin, c'est un peu compliqué pour ceux qui l'ont pas lu, mais bon, à inverser, bref, à faire une autre fin. Et moi, évidemment, je suis très content de la fin et de ce qu'elle représente. Mais je comprends très bien les frustrations, les déceptions, les énervements, pourquoi pas. Je comprends les énervements. Mais oui, la fin, c'est un vrai. Enfin, tout le monde me parle de la fin. Je ne mesurais pas à quel point la fin, c'était quelque chose de. Enfin, c'était un épisode important du livre. Ah, Et c'est très important la fin parce que pour le- vous restez sur la note de la fin et si vous ratez votre fin, on oublie presque Exactement, ouais. qu'on a lu, hein. Moi, je la trouve réussie. Je l'ai trouvée très drôle. J'ai Ah, trouvé moi aussi, ouais. la prise de risque parce que finalement, on s'attend aussi à quelque chose à la fin. Je dis rien, c'est ouvert, mais je la trouve très bonne la fin. Ouais, bah, du Moi, coup. je la voyais pas autrement. Je la voyais pas autrement parce Ah, que d'accord, ok. ça serait trop simple si on suivait la suite logique. Ouais, mais bref, il y en a qui. Bref, ça serait trop déflorer tout ça, mais voilà, il y en a qui préfèrent l'autre, et bref, peu importe, c'est un roman, c'est le principe du roman. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, c'est vraiment le principe. Est-ce qu'il peut avoir une suite, ce roman, ou pas du tout? Bah, vous n'êtes pas la première à m'en parler. Et alors, il pourrait, bien sûr, il y en aura pas sûr, mais en revanche, le nom de la famille du Gast, le, l'ambiance, cette famille un peu taiseuse, etc. C'est possible, mais ce sera pas du tout. Voilà, c'est un peu. J'ai pas d'exemple en tête, mais ce genre de personne où. Ah si, peut-être Emmanuel Bayamaktam qui reprend un personnage, mais qui n'est pas le même personnage. En l'occurrence, son personnage de Farah, qu'elle reprend d'un roman à l'autre, mais qui n'est pas nécessairement la même Farah. Bah, ça, j'aime bien l'idée et il est possible que j'ai déjà écrit quelque chose avec, avec une famille du cast, mais ce ne sera pas du tout la suite. Mais c'est pas impossible, mais non. Enfin, je pense pas. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, vous ne pensiez pas être édité. Qu'est-ce que ça vous l'avez envoyé par la poste? Comment vous avez fait pour envoyer Ouais, vous avez ouais, dit l'éditeur précisément? Comment ça s'est passé? Alors, je pense que tout Paris a lu ce manuscrit. Mais en fait, bah, j'ai fait vraiment comme on imagine. Là, pour le coup, j'ai zéro recette. J'ai dépensé tout mon argent. J'ai imprimé enfin, plein de manuscrits. J'ai dépensé tout mon argent pour les timbres aussi. Enfin bref, et j'ai envoyé à une sélection d'éditeurs. En vrai, si, bien sûr, une sélection d'éditeurs. Et ben voilà. Et en fait, j'ai attendu. Enfin, vraiment, il n'y a pas de. Là, pour le coup, je suis désolé, c'est très déceptif aussi comme réponse, mais Ah non, c'est intéressant. j'ai fait comme on imagine. Et j'ai reçu un coup de fil de mon éditrice qui m'a gentiment invité à venir dans les bureaux de la Martinière. Donc, je me doutais un peu que c'était pour ça, mais elle ne me l'avait pas dit. Donc, j'étais un peu quand même. Je me suis dit, bon, on fait quand même pas venir les gens pour dire non. Mais bon, quand même, je ne savais toujours pas. Et puis, je suis allé dans les bureaux et bon, bref, vous connaissez la suite. Ouais. Et on réalise ou pas quand on a signé le contrat, qu'on va être édité, on se dit, ouais, tout derrière, ça va être imprimé, il y a des milliers de personnes qui vont le lire. Bon, ma famille, j'imagine, votre famille a dû le lire aussi, peut-être en avant-première, je ne sais pas. On réalise ou on réalise pas? Eh ben, alors, je pense que ça, pour le coup, c'est quelque chose aussi qui est assez lié au caractère, au tempérament de la personne, en tout cas. Moi, pas du tout. En fait, c'était quelque chose que j'attendais depuis. C'était pas du tout donc un rêve d'enfant, bien sûr, mais c'était un rêve d'étudiant. Enfin, ça faisait au moins 15 ans que je voulais publier un livre. Et en fait, ma propre réaction m'a moi-même déçu. Je me suis dit, mais, enfin, tu pourrais quand même être beaucoup plus content. Et en fait, comme je suis quelqu'un de très tempéré, de très, bon, je ne vais pas dire pessimiste, mais dans l'absolu, je pense tout de suite au négatif, ou direct à l'étape suivante. Je pensais, qu'est-ce qui va se passer après là? C'est horrible, en fait, les gens vont lire cette merde, que c'est pas possible. Et en fait, bah, tout de suite, le fait que les gens vont lire ce truc qui, pour moi, était un peu un truc dont je n'étais pas très fier, en fait, et ben, je me suis dit, mais c'est horrible, en fait.
Et en fait, ça a un peu pris le pas, mais évidemment que j'étais content. Mais ça semble presque évident de le dire, hein, mais il n'y a pas eu de réaction comme j'aurais pu moi-même imaginer, un peu de saut de joie. Il n'y a pas eu tout ça. Quand vous avez envoyé aux maisons d'édition, vous avez envoyé au service des manuscrits, vous avez ciblé des éditeurs particuliers, est-ce que vous aviez envie de travailler avec des éditeurs Alors, j'ai ciblé. Alors, en fait, je connaissais rien. Maintenant, je connais un peu plus le nom des éditeurs et tout. Mais il y a 3 ans, je connaissais mais rien de rien de rien. Donc, j'ai passé des heures à chercher le nom des éditeurs, le vrai nom, enfin, pas le nom. J'ai envoyé à des services de manuscrits pour certaines maisons. Et pour d'autres, j'ai essayé de trouver le nom d'éditeur, etc. Mais non, en fait, ça marchait pas du tout. Je comprends pas, je comprenais rien au milieu. Enfin, je savais pas qui était qui, je savais pas ce que voulait dire assistant éditorial. Enfin, ça allait jusque là. Donc, en fait, j'ai vraiment fait au plus simple. Enfin, c'est vraiment, ouais, pas de. Je suis désolé, c'est très décevant comme Non, réponse. non, non, parce que ouais, il y a certains qui se disent, bon non, j'envoie au service des manuscrits, tant pis, le premier qui le veut le prend. Voilà, ça peut arriver. C'était un peu mon idée dans l'absolu, hein. Ou alors, il y en a qui veulent vraiment être édités par un éditeur particulier et qui font tout pour envoyer au nom que ça arrive à la bonne personne. Mais non, non, il n'y a pas de réponse. Non, mon idée, ouais, c'était vraiment d'être édité et c'est tout. Enfin, le seul manuscrit que j'avais envoyé, c'était quand j'avais 19 ans aux éditions de Minuit. Là, je ne l'ai pas envoyé parce que je savais que c'était trop romanesque. Enfin, ça n'allait pas avec les éditions de Minuit, tout simplement. Donc, je ne l'ai pas envoyé, mais j'aurais adoré être édité par les éditions de Minuit. Et Édité Beckett. voilà. Voilà. Il est possible qu'un certain Samuel Beckett soit édité aux éditions de Minuit. Est-ce que ça a changé un regard sur vos lectures, le fait que maintenant vous êtes passé de l'autre côté de la barrière et que vous avez écrit un roman, ou pas du tout? Euh, alors non, parce que je suis toujours un vrai bon lecteur, assez enfantin presque. Enfin, je suis un vrai bon lecteur. Voilà, je lis un livre, j'adore lire les livres. Mais je peux pas. Il y a quand même ce petit truc où je me dis, qu'est-ce qu'ils ont bien pu travailler dans ce manuscrit? Parce que je sais à quel point on peut retravailler un manuscrit et que je sais à quel point les chiens de faïence que j'ai envoyés ne ressemblent pas nécessairement aux chiens de faïence qui a été publié. Et donc, je me dis à chaque fois, qu'est-ce qui a pu. Enfin, mais en fait, ça n'a aucun sens comme question. Mais je me pose toujours cette mini question en me disant, bon, c'est cool, j'adore ce livre, mais qu'est-ce qui n'allait pas avant? Vous êtes un gros lecteur? Vous lisez combien de livres à peu Un, près par un semaine? très gros lecteur, ouais. Ben, je lis, je sais pas, 4-5 livres par semaine. Et oui, c'est pas mal. Et Oui, voilà. ouais, ouais. Et principalement de la littérature contemporaine. Ça fait quelques mois que j'essaye d'arrêter de lire que de la littérature contemporaine et de reprendre un peu les classiques, les gens que je n'ai encore jamais lus. Voilà, mon prochain livre, c'est James Salter. Il n'est pas commencé, donc j'ai aucun avis dessus. Mais James Salter, je ne connais absolument pas ce qu'il écrit, alors que bon, il est relativement connu. Donc voilà, j'essaye un peu de sortir parfois des sentiers battus depuis quelques mois. Mais j'ai quand même tendance à lire beaucoup de littérature contemporaine. Il y a 3 exergues dans votre livre. Il y a Blaise Pascal, Ouais. il y a Marie-Hélène Lafont. Et alors, quelqu'un que je ne connaissais pas, c'est comment il s'appelle il a un prénom bizarre. Yancy Brotigan, c'est la fille de Richard Brotigan. Ouais. Ouais, alors ça, c'est de manière tout à fait la dernière, donc Yancy Brotigan, c'est tout simplement parce que son livre s'appelle La mort n'est pas contagieuse. Ça va bien avec votre livre. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire là-dessus. Marie-Hélène Lafont, parce que Marie-Hélène Lafont, parce que je vais expliquer. Parce que c'est une autrice qu'une espèce d'influence pour moi. Voilà, je me souviens quand j'ai commencé à découvrir la littérature contemporaine dans les années 2010, il y avait Les Pays, je me souviens des Pays, de Marie-Hélène Lafont, et elle m'a toujours suivi, j'ai toujours lu. Voilà, je l'ai évidemment interviewé dans mon podcast, j'étais le plus heureux. Et, et Blaise Pascal, parce qu'il a un rapport très particulier à la religion quand je l'ai découvert. Donc je l'ai découvert avec Samuel Beckett au même moment pendant le bac. Ça faisait partie de mon corpus, les pensées de Pascal. Et, et voilà, je sais il y a un vrai. La question de la religion est très importante pour lui, et donc pour moi, et donc pour le roman. Et voilà, bref. Et je me suis dit, pas mal, ne serait-ce que aussi pour moi, pour un peu un clin d'œil à moi-même, mettre Blaise Pascal dans mon premier roman, ce serait pas inintéressant. Voilà, l'exergue, ça vaut ce que ça vaut. Voilà, c'est un exergue, une exergue, donc Ouais, 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 non, c'est pour moi, intéressant j'étais content. de voir qui vous aviez choisi. Effectivement, la phrase
La mort n'est pas contagieuse, ça va complètement avec ce qu'on lit par la suite. Je vois que Frédéric nous a rejoint. Mais oui. Donc, Et moi, j'aimerais bien vous faire entendre le son de Thomas. Ah. La voiture était le moyen de locomotion privilégié de la famille Dugast. Quand je dis privilégié, je veux dire unique, puisque chaque destination de vacances était accessible au seul moyen d'une automobile. On partait en vacances là où tout pouvait rester intact, là où on ne mangeait pas trop différemment, là où la routine n'était modifiée que par le cadre, où l'on n'avait pas à s'adapter. Plus on ne voyait rien des vacances, mieux c'était. Car au bout de quelques jours, on avait envie de rentrer. Les Dugast étaient, pour résumer, et selon certains, pas méchants, mais un peu spéciaux. Des fous délicats, du genre renfermés sur eux-mêmes, du genre à s'habiller trop chaudement en été, à fermer systématiquement la porte d'une pièce derrière une pluie bien utile pour arroser le jardin sans avoir à sortir. Lorsque Christophe réclamait un voyage, on lui disait qu'il aurait le temps de voyager plus tard. Pour l'instant, c'était comme ça. Mais, pensait-il, trempé dans l'adolescence, pourquoi faut-il mettre sa vie entre parenthèses en attendant l'âge adulte? Dans cet obtus terroir familial, personne n'avait jamais pris l'avion. Quant au train, Christophe se souvenait de l'avoir emprunté une fois en bientôt 17 ans d'existence pour aller à Paris, à la capitale, et il fallait s'estimer heureux de l'avoir fait déjà une fois. Emma n'était pas encore née et lui et ses parents s'étaient payé le luxe d'un périple parisien du plus bel effet. Mais il ne s'en souvenait pas. Au programme, les choses touristiques que l'on voit à la télévision, les photos de la Tour Eiffel, la balade devant le Fouquet's pour admirer les riches manger et se faire photographier devant des riches mangeant. Toucher le bonheur de la même main. C'était bien la seule fois qu'il avait pu se dégourdir les jambes hors domicile, et il faut bien dire, prendre le train lui avait fait un drôle d'effet, comme une main chaude posée sur la tempe jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Après tout, était-ce vraiment étanche de se tuer en voiture? Non, puisque chez les Dugast, on y passait sa vie. Voilà. Ça a l'air simple, mais c'est pas si simple à lire, en fait. À haute voix, je veux dire. Parce qu'il faut choisir une interprétation. Et d'ailleurs, vous m'avez fait hurler de rire tout à l'heure parce que vous avez expliqué que votre éditrice avait traqué les angles morts. Alors, je trouve que traquer les angles morts dans un livre sur le suicide, c'est quand même particulièrement succulent. Mais c'est vrai que je ne sais plus si oui, c'était avant qu'on commence, mais oui, c'est ça, le rôle de l'éditeur, ça m'a subjugué quand j'ai découvert ça. Je mesurais pas ce que c'était, comme je vous disais tout à l'heure, ce que c'était un éditeur. Et là, je me suis dit, mais c'est magnifique, enfin, c'est génial. Mais enfin, en fait, je peux écrire n'importe quoi, elle sera là. Enfin, pas Oui. n'importe quoi, on s'entend. Mais je peux écrire des trucs qui n'ont aucune cohérence ou presque, elle sera là pour me le faire remarquer. Enfin, c'est génial. Et à partir de là, je me suis dit, bon, je vais lui faire une confiance aveugle. Passer les premières remarques où je me dis, mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle comprend rien. Et en fait, j'ai fait un peu les modifs au départ et j'ai réalisé qu'elle avait raison. Et là, je me suis dit, bon, bah, oui, évidemment, c'est un métier, c'est le sien et c'est pas le mien. Donc faisons-lui confiance et laissons-la traquer les angles morts. En tout cas, Hubert Nissen, dont ça aurait été les 98 ans aujourd'hui, disait « Je suis en relation conjugale avec mes auteurs ». Ce qui n'avait rien d'un débordement, mais c'est pour dire que le couple éditeur-auteur est un couple particulier. Et je suis étonnée de ce que vous dites parce que vous aviez beaucoup interrogé déjà d'auteurs qui ont dû vous parler de leur éditeur. Eh ben, alors, pas tant, étrangement, hein, mais pas tant parce que il y a ce truc où souvent dans les entretiens, les auteurs ou les autrices, ils viennent pour un livre qui vient de sortir. Donc déjà, on passe une large partie de l'entretien qui dure à peu près une demi-heure à parler du livre. Et ensuite, j'aime bien élargir parce que ça m'intéresse, parce que voilà, peu importe, sur l'écriture, sur les habitudes d'écriture, peu importe. Mais rarement on parle du lien avec l'éditeur. Et en fait, on ne le fait pas non plus après ni avant. C'est-à-dire qu'avant, généralement, c'est à peu près nos premiers mots. Enfin, on se dit bonjour, etc. Mais en fait, je connais aucun de mes invités quand je les reçois. Donc, en fait, on se rencontre devant le micro. Et après, en fait,
la vie reprend. Donc, ils ont leur rendez-vous, leur truc. Soit, je sais pas, enfin bref, peu importe. Et en fait, on a finalement rarement l'occasion d'en parler donc, quand je les interviewe. Donc ça m'a pas tant influencé que ça, finalement, contre toute attente. Alors, de Montmartre à Montmartre, pourquoi vous a-t-on invité aujourd'hui? Parce que ce livre ne vient pas de sortir. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, nous fêtons nos 3 ans aujourd'hui. C'était Non, exactement le... lundi. C'est Oui, lundi les 3 ans, mais oui. oui, mais c'est exactement... c'est le 11 avril que j'ai créé la page Facebook, en fait. Voilà. La première émission était effectivement lundi, mais quand j'ai créé la page Facebook, et je ne m'étais pas aperçue que je créais la page un endroit où aller, qui était quand même le nom de la collection qui m'a accueilli chez Actes Sud, et donc de la collection du Bernicène, je ne m'étais pas aperçue que j'avais créé ça le jour de son anniversaire. C'est fou, hein. Il est mort en 2011, c'est mon éditrice. Voilà, ça n'a rien échappé aux éditeurs, c'est mon éditrice qui me l'a fait remarquer. Et mon éditrice m'avait fait cette remarque aussi magnifique, c'est que quand elle a voulu devenir éditrice, parce qu'au départ, elle était attachée de presse, Hubert Nissen lui a dit « La première chose à savoir si tu veux devenir éditrice, c'est qu'il ne faudra pas que tu aies peur de décevoir. » Vous parliez beaucoup de décevoir. Bonne définition, ouais. Voilà, parce que des éditeurs refusent aussi des livres entièrement. Ils refusent surtout des livres. Oui, mais ils refusent aussi des livres à des auteurs de la maison, parfois, parce qu'ils estiment que ce n'est pas là qu'ils doivent aller, que le livre est raté, que ça les desservirait. Bon, je n'ai jamais vécu ça, mais ça doit être quand même très, 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 très désagréable. Alors, première question d'une autre Nathalie. Est-ce que vous avez finalement appris quelque chose avec ces podcasts? Parce que vous dites quand même que finalement, c'était pour vous rapprocher d'un monde auquel vous aviez envie de ressembler, mais est-ce que vous avez appris quelque chose en interrogeant tous ces écrivains? Alors déjà, j'ai appris de manière concrète. J'ai appris à monter un épisode de podcast. J'ai appris, parce que je fais tout dans le... Mais j'ai appris quelque chose déjà sur ce plan. Et en fait, j'ai aussi fait ça pour réussir à... Je n'avais jamais interviewé de personne. J'ai créé le podcast en 2019 et j'avais jamais interviewé quelqu'un dans ma vie avant. Et j'ai aussi fait ça pour me former à l'exercice, hein, bien sûr, parce que le podcast, c'est quand même un média génial parce que c'est gratuit. Bref, n'importe qui peut faire n'importe quoi. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, l'exercice, c'était aussi de réussir à faire dire quelque chose aux gens et de créer un fil dans une conversation. Et en fait, déjà, j'ai appris à faire ça, ce qui est vraiment pas facile et j'y arrive pas encore toujours. De construire quelque... Enfin, c'est vraiment... Tous les invités ne se ressemblent pas, évidemment, donc j'ai plein d'exemples que je dirais pas forcément, mais où c'était impossible de créer quelque chose, en fait, où il n'y avait pas de... Il n'y avait rien, enfin, rien n'allait, enfin, c'était un peu un échange de questions-réponses, voilà. Donc, j'ai appris à essayer de faire ça. Et après, je pense que dans ces rencontres, parce qu'il s'agit quand même avant tout de rencontres dans la vraie vie, ce que j'ai le plus appris, c'est ce qu'il me disait après, enfin, ou ce qu'il me disait avant ou après, peu importe, mais ce qu'il me disait après, en dehors du micro. Notamment quand j'ai commencé à savoir que j'allais publier un livre. Et là, c'était en l'occurrence des écrivains ou des écrivaines qui me parlaient et qui me donnaient un peu des conseils. C'est vraiment de ça que j'ai appris. Voilà. Et après, ça reste encore une fois, moi, ma vision de la vie, c'est quand même un peu bête et méchant, mais ça reste un exercice. J'ai fait un podcast, j'ai appris à faire un podcast. Et c'est un peu prosaïque comme réponse, mais c'est vraiment ça. Et j'ai pas appris, donc j'ai pas appris sur la vie, j'ai pas appris. Je fais des interviews, je suis quand même relativement trop stressé pour m'offrir à l'apprentissage, je crois. Est-ce qu'il y a un lien entre tous ces créateurs? Alors là, j'englobe les poètes, les chanteurs. Est-ce que vous avez finalement une définition de ce que c'est un écrivain? Non. Non, j'imagine que je vais expliquer. Non, non.
Non, parce que précisément, je pars vraiment du principe, encore une fois, je suis très, très prosaïque, mais je pars du principe qu'avant j'ai oublié, 26 août 2021, enfin, le jour où j'ai publié mon premier roman, j'étais pas du tout un écrivain. Enfin, il n'était aucunement question que j'étais un écrivain. Je suis toujours pas persuadé d'être un écrivain. Enfin, j'ai aucune, je sais pas du tout ce que c'est un écrivain. Voilà, de manière très concrète. Je pense que si peut-être vous me posez la question dans 10 ans, j'aurais évidemment déjà un peu plus d'aplomb, un peu plus de recul oui, d'expérience pour théoriser cette définition, cette notion d'écrivain, parce que c'est presque une notion, être écrivain. Donc, non, je ne sais pas du tout ce que c'est un écrivain. Et si j'arrête de publier des livres toute ma vie, est-ce que je suis un écrivain? Parce que si je publie un seul roman, est-ce que je suis un écrivain? Est-ce que dans 20 ans, on me dira, vous êtes écrivain? Est-ce que si vous en vendez plein, vous êtes un écrivain? Est-ce que si j'en vends plein, je suis un écrivain? Moi, j'aime beaucoup la définition de Jim Harrison qui dit un C'est quoi? écrivain, c'est un chaman avec un attaché-caisse. Ah, c'est pas Ouais, mal. pas mal. Donc, alors, est-ce que vous aviez lu des livres sur le suicide de Mandepierre, vous, Non, dans votre vie? non, non, jamais, jamais. Vraiment, c'est une espèce d'idée qui m'est venue de manière un peu sans contour. Enfin, je n'avais pas ni volonté de parler de quelque chose, ni voilà. Et par contre, enfin, quand je faisais cette saison des salons au moment de la sortie du livre, tout le monde me parlait du livre de Jean Telet. Il y a d'ailleurs un libraire qui me l'a offert et je l'ai lu depuis, mais je ne l'avais pas lu. Enfin, vraiment, je n'avais aucune lecture qui m'a. Je me suis imprégné d'aucune lecture à ce sujet. Il vous a plu? Oui, il m'a plu, mais je comprends un peu pourquoi les gens m'en ont parlé. C'est pas du tout enfin, c'est pas le même sujet, mais dans l'absolu, je comprends les petits liens qu'ils ont faits. Mais c'est pas, il n'y a pas du tout deux personnes qui m'en ont parlé, il y en a beaucoup, donc je me suis dit que c'était pas mal de le lire quand même. Est-ce que pour vous, un lieu, ça peut être un personnage? Parce que vous parlez de Montmartre un peu comme ça, et j'ai vu des photos que vous faites aussi, et vous photographiez comme, vous savez, à un moment, quand on faisait des illustrations, des photos du printemps à Paris, et pour faire ça, on envoyait toujours des photographes étrangers, Ouais. parce que dans les agences, parce que les photographes étrangers regardent Paris différemment. Et dans les photos que j'ai vues que vous avez fait à Montmartre, vous regardez la ville différemment. Donc, vous venez d'ailleurs. Bah, parce que précisément, je pense vraiment que j'ai ce regard encore. Ça fait, oui, 7 ou 8 ans que je vis à Paris, à Montmartre. Peu importe, j'ai jamais bougé de Montmartre. Et j'ai enfin, vraiment toujours, je crois toujours que j'ai encore ce regard où je m'émerveille. Et ça me paraît fou de m'émerveiller encore des mêmes 3 rues que je visite, quoi. Alors, enfin, même dans ma tête, je me dis, mais c'est ridicule. Enfin, tu es ridicule. Et en fait, je m'émerveille encore de Montmartre et pas ni de Barbès, ni enfin, des quartiers d'à côté, je veux dire, pour celles qui ne vivent pas à Paris. Je m'émerveille de mon quartier et en plus, l'espèce d'anecdote, c'est que je n'ai pas du tout choisi de vivre à Montmartre. En fait, je connaissais vraiment pas Paris quand je suis arrivé. Et en fait, mon premier appartement était rue Le Pic, c'est la rue où il y a le café d'Amélie Poulain. Enfin, vraiment, c'est le Montmartre un peu, disons, typique, C'est la rue où on meurt en la montant en vélo. par exemple. Même en marchant parfois, mais ça, Ah, il y a la rue des Martyrs aussi. il y a la rue des Martyrs, c'est vrai. Et bref, je suis arrivé dans cette rue et je me suis dit, mais c'est incroyable comme lieu. Et en fait, je ne savais pas que j'étais à Montmartre. Vraiment, sur le plan, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce lieu? C'est magnifique. Et en fait, je n'ai pas quitté. Voilà, j'ai changé 3 fois d'appart et là, je suis toujours à quelques pâtés de maison de mon premier appart. Et Montmartre, c'est devenu quelque chose de très important dans ma vie, alors même que ça ne l'était pas le moment où j'ai posé le pied sur le sol Montmartrois. Il y a beaucoup de gens qui écrivent à Montmartre. Et en plus, voilà, j'ai découvert cette espèce oui, d'imaginaire Montmartrois qui m'était complètement inconnu jusqu'alors. Alors, vous savez où est le rocher de la Sorcière? Pas du tout. Ah, D'accord. il est à côté de l'hôtel particulier, dans l'avenue Junot. C'est une petite impasse qui passe Ah de la oui, rue. du coup, je vois un rocher. Voilà, c'est ça, Ah le d'accord, rocher de la Sorcière. ok. Ok. Donc, et vous veniez d'où? Je viens du Beaujolais, d'un tout petit village qui est de 1000 habitants, un peu comme Christophe dans le roman. Vraiment, il y a 1000 habitants, un tout petit village d'un hameau. Bon. Bon.
voyez comme on peut rassembler tous les vins, parce que moi, je viens de Bordeaux, donc les Bordelais et les Beaujolais, Là, ils viennent d'accord. fêter plein de choses à Montmartre. Ah oui, bah, attention au vin de Montmartre, mais bon, bref, ça. Non, oui, non, enfin, alors celui-là, on ne le goûte pas. Hein. Non, il coûte 35 euros et c'est un mauvais Porto. Donc, C'est catastrophique. Mais les vignes sont très belles. Nathalie, je te repasse la main pour clore Moi, je voudrais cette que belle émission. Thomas nous fasse un conseil de lecture, s'il veut bien. tout à fait. Attention, il arrive sur vos écrans. Alors, j'imagine à l'envers. Non, non, c'est à l'endroit. Ah, c'est à l'endroit, ok. Donc, Renata n'importe quoi de Catherine Guérard. Alors, republié aux éditions du Chemin de Fer, qui est une super maison. Alors, en gros, Renata n'importe quoi, c'est l'histoire de Renata, qui est une... alors, ça a été publié en 67, 68, 67. Et Catherine Guérard, c'est une écrivaine qui est décédée, qui a publié 2 livres de mémoire. Je ne suis pas biographe de Catherine Guérard, mais je crois que c'est ça. Le premier qui s'appelait Ces princes en 1955 et le deuxième qui est celui-ci en 67. Et en fait, elle était dans la sélection du prix Goncourt. Enfin, ce livre a eu une espèce de petit écho au moment de sa publication et plus du tout après. Et donc, les éditions du Chemin de Fer le republié. C'est l'histoire d'une femme qui est bonne à tout faire et qui décide de fuir de fuir ses patrons pour devenir ce qu'elle appelle une libre, entre guillemets. Et en gros, c'est 3 jours et 2 nuits où elle erre. Et alors moi, c'est mes romans préférés, les gens qui errent. Mon roman préféré, c'est Un homme qui dort de Georges Perec, où c'est, bref, une espèce d'errance aussi. Et en gros, elle erre et elle s'assoit sur des bancs, elle regarde les oiseaux, voilà. Et la particularité de ce roman, c'est que c'est une phrase unique qui est ponctuée de quelques virgules, de quelques majuscules. Mais c'est une phrase unique voilà, il n'y a aucun paragraphe. Bon, ça n'a pas grand sens, je pense que je fais, mais voilà, c'est des gros blocs de texte. Donc, faut pas s'accrocher du tout, mais voilà, faut savoir quand on s'arrête, parce que il n'y a pas de moyen de s'arrêter. Et c'est le dernier qui m'a un peu, je dirais, retourné, qui fait désormais partie de mon top 3 de mes livres préférés. Donc, je trouve que c'est pas mal d'en parler à titre personnel. C'est bien noté. En tout cas, moi, je conseille Les Chiens de Faïence. Donc, c'est sorti aux éditions de La Martinière en 2021. Et en octobre, il sortira chez Point, si j'ai une bonne J'ai mémoire. point, ouais. Ouais, en poche. En octobre. Donc, voilà. Encore un grand merci, Thomas, d'avoir été avec Merci à vous. Allez écouter les podcasts qui s'appellent La Quille, comme le quille, ou comme une quille, voilà, c'est comme vous voulez, c'est au choix. Nous, on se retrouvera lundi, donc je serai bien entourée lundi puisque j'aurai une meute autour de moi. J'aurai 4 autrices qui font partie des Louves du Polar, donc on va parler polar lundi à 19h. Frédéric, Thomas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation. Merci Thomas. Bonne soirée, merci beaucoup.